C'est l'heure des demi-finales à Melbourne. Les 4 têtes de série ont répondu présent et on n'attend plus qu'une seule chose désormais, du spectacle. C'est quoi ce tournoi? C'est une catastrophe. Du spectacle. Apparemment, c'est trop demandé depuis le début du tournoi. Un tournoi fadasse qui peine vraiment à décoller. Alors, on va commencer par une petite discussion ensemble. On va se poser, vous avez vu, j'ai sorti le petit café, en préambule d'une analyse des demi-finales qui auront lieu demain à Melbourne entre Sinner, Djokovic et Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. Et on se retrouvera demain juste après les demi-finales pour un débrief croustillant de ces matchs, on l'espère. Donc, n'hésite pas à t'abonner juste là ou là. Je sais plus exactement où c'est, pour ne rien manquer, déjà de la fin du tournoi, mais aussi de toute la saison 2026, des temps forts, et je vais essayer de te surprendre aussi avec des petits nouveaux formats. On regarde avant de commencer cette vidéo, les petites cotes des demi-finales, et elles sont complètement zinzin. Regardez, c'est Carlos Alcaraz à 1,17 contre Alexander Zverev à 5,20, et on a Yannick Sinner en mode Nadal Prime à Roland-Garros sur le Châtrier face à un no-name. Bah non, c'est pas un no-name, c'est un décuple vainqueur à Melbourne, Novak Djokovic, qui est coté à 8. Je précise, cette séquence est sponsorisée par Winamax. Vous avez toujours le lien dans la description, jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari. Vous avez aussi, si vous mettez 1 €, juste 1 balle sur un compte Winamax, vous avez accès au match en streaming. L'offre est pour les majeurs. Allez, on commence cette vidéo avec une petite analyse, un micro-bilan du tournoi, de ce qu'on a vécu sur ces 12 premiers jours. On va se poser tranquillement, on va pas se presser cette fois-ci, on va prendre le temps. Une deuxième semaine qui a été, il faut le dire, d'une pauvreté sans nom. Alors attention, je vais surtout parler du tournoi masculin dans mon analyse. Évidemment, ça englobe aussi un petit peu le tournoi féminin. Alors c'est habituel qu'on ait une deuxième semaine mouif sur ces derniers tournois du Grand Chelem, mais là le problème c'est qu'on a eu une première semaine horrible. D'habitude la première semaine elle compense la deuxième semaine. Non, là on a quasiment rien eu. En fait, si on enlève le Wawrinka G1 de la première semaine, je trouve qu'on a eu un tournoi où il ne s'est rien passé. On s'est fait chier comme des rats morts, il faut le dire. Le cœur du tennis, il ne bat pas sur ce tournoi de Melbourne. C'était vraiment une catastrophe, et ça fait un moment en fait en Grand Chelem, je trouve que on vit ça. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. J'ai réfléchi toute la journée d'hier, en fait j'ai réfléchi au quotidien à ça, et je trouve aussi que c'est une très mauvaise pub pour le tennis, parce que ça veut dire en gros que, qu'est-ce qui se passe? À part les Sinner Alcaraz, le tennis, c'est quoi? Ça n'existe plus? Il y a plus de matchs intéressants? Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent? Est-ce que c'est un sport qui est pas un peu washed, quoi? Enfin, c'est ça la question en fait. Est-ce que à un moment donné, les gens ne vont plus s'intéresser qu'à Sinner versus Alcaraz, et le reste du temps, ils vont regarder d'autres sports, le foot, la Formule 1, je sais pas. C'est un sport, je trouve, qui est devenu, alors déjà, si on essaie de dézoomer un petit peu, c'est un sport qui est devenu beaucoup trop physique. Beaucoup trop physique. Trop prévisible. Les joueurs spectacles qui restent, ils sont en mauvaise santé, les Holger Rune, les Jack Draper, même Tsitsipas, qui était un joueur frisson exceptionnel dans ses grandes années, en 2019, 2020, 2021, je me souviens quand Tsitsipas bat Federer à l'Open d'Australie. Quand il bat Rafa Nadal en remontant 2-7-0 à l'Open d'Australie. Il est passé où ce joueur grandiose, frisson? Bah ouais, il est complètement défoncé par les blessures. Les oppositions de style aussi, on s'en rend compte. Alors ça, il faut avoir connu le tennis avant, on va dire, mi-2000, début des années 2000, mais il n'y a plus d'opposition de style. Alors, au-delà du fait qu'on ait eu que des matchs expéditifs, il y a aussi dans ce tennis-là actuellement, des joueurs qui ont à peu près tous le même profil. C'est un problème. C'est ce qui a longtemps donné du sel à ce sport, au tennis. Les Agassi Rafter, par exemple, quand tu avais un défenseur, Agassi c'est pas un défenseur, c'est un attaquant de baseline, mais tu avais des joueurs défensifs, tu avais des joueurs offensifs, et tu avais vraiment un contraste, une opposition. Et donc quand tu regardais un match, tu étais animé par le truc, tu rentrais vraiment dans la danse, t'allais vraiment sur un joueur parce que t'aimais bien son côté flamboyant, ou plutôt le côté défensif et laborieux de l'autre. Aujourd'hui, en fait, il faut le dire, 99% du circuit, ils font du sous-Sinner. C'est la réalité du circuit ATP, si on doit le résumer simplement. Et donc en fait, au-delà du fait que oui, il y a eu l'évolution matérielle, on a désormais des raquettes qui sont beaucoup plus tolérantes, qui permettent de défendre à 5-6 mètres de la ligne de fond. Oui, il y a tout ça, il y a les balles, il y a les surfaces, on en a beaucoup parlé déjà sur la chaîne, mais la réalité aussi, c'est que les profils sont beaucoup trop identiques. Mais les profils se ressemblent aussi parce que c'est le matériel qui a guidé ça, c'est le matériel, c'est l'évolution, c'est les surfaces qui ont guidé cette évolution. Donc en fait, c'est un peu l'œuf et la poule, vous avez bien compris. Le problème aussi pour le circuit ATP, c'est que Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, ils sont 10 têtes au-dessus des autres. Donc quelque part, je pense que si t'es
un Shelton, un Rublev, un Fritz, n'importe quel joueur comme ça, où tu es entre 5 et 15, est-ce que tu décroches pas inconsciemment en te disant de toute façon je vais jouer ces gars-là, ils sont proprement imbattables. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Medvedev en préambule du tournoi, il disait bon si je les joue 10 fois, je vais remporter, allez, 1 ou 2 fois le match, mais il faudra vraiment qu'ils soient en dessous de leur niveau. Et en fait, il n'y a rien de pire en tennis et rien de pire en sport que d'avoir une espèce de sensation de regarder un train qui arrive à l'heure. Et là, depuis le début du tournoi, on est là, on est sur le quai, on est au Japon, et on voit les trains arriver à 17h44, à 21h22. Et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frisson, il n'y a pas vraiment le truc qui nous anime, qui nous ambiance, surtout sur les grands chelems avec ce magnifique format en 3-7 gagnants. Ah non, on n'a pas ça. On n'a pas ça et j'espère vivement que ça va changer d'ici les demi-finales. Et justement, c'est la deuxième partie de l'analyse de notre vidéo. On va regarder d'abord le Alcaraz-Zverev et on va faire une analyse individuelle des deux joueurs. Je veux bien, avant qu'on bascule, je pars un peu dans tous les sens, mais je veux bien votre avis sur la première partie de cette vidéo, ce que vous avez pensé du tournoi et globalement de mon analyse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres points à amener à ce débat? Alors on commence avec Carlos Alcaraz. Carlitos, c'est la meilleure impression visuelle depuis le début du tournoi. Alors, je pense qu'il est un léger cran en dessous de ce qu'il a proposé à l'US Open. À l'US Open, c'était encore Carlos Concentraz Super Saiyan, mais globalement, c'est un niveau qui est phénoménal. Hein. Et pour moi, c'est le favori pour remporter le titre. C'est pas, quand j'ai regardé les cotes pour la compétition, Sinner est encore considéré comme le favori, mais on voit beaucoup de gens parier sur Carlos Alcaraz là, à l'orée de ces demi-finales. Alors, le service, il n'a pas forcément été transcendant face à Alex de Minaur, mais il faut se poser la question à quel point aussi c'était lié au fait que Alex de Minaur est un superbe relanceur, et donc il y avait une forme de méfiance, peut-être, hein, on peut se dire, de la part de Carlos Alcaraz, qui est sur le tournoi entre 68 et 69% de première balle, alors qu'en carrière, il est à 65. Donc il a haussé son pourcentage de première, et on l'a vu aussi sur une infographie pour Yannick Sinner, dont on va reparler d'ici quelques instants. Sinner, il a significativement augmenté son pourcentage de première balle par rapport à l'US Open. Alors, au niveau des progrès de Carlos Alcaraz, on a le coup droit désormais qui absorbe beaucoup mieux les pressions, les accélérations de ce côté-là. C'était flagrant, vraiment, contre Yannick Hanfmann. On en avait parlé en longueur d'ailleurs hein, sur l'analyse consacrée. Le revers qui a aussi nettement progressé sur dur, et notamment sur les bouts de course, quand il est en défense, en extension. Samuel Lopez a parlé aussi récemment des premiers coups de raquette, le retour, les zones choisies au retour, parce que le tennis aujourd'hui c'est le premier coup de raquette, et derrière ça va dicter tout le reste de l'échange. Donc un revers qui a progressé, aussi sur les changements de direction je trouve, hein, quand il part croisé, quand il repart long de ligne, il est capable vraiment de faire ça avec beaucoup de précision, et physiquement il a l'air ultra fit également, Carlos Alcaraz. Je le trouve aussi quelque part frais mentalement, il y a quelque chose qui se dégage, toujours un peu chez Carlos Alcaraz, mais une fraîcheur, une candeur, là on le voit encore plus sur ce tournoi. Alors le côté Juan Carlos Ferrero, la séparation, on pouvait légitimement se poser la question, et on pourra peut-être se la poser à l'issue du tournoi encore, mais j'ai l'impression que ça lui passe 10 km au-dessus, vraiment, c'est assez hallucinant, ce côté solaire. Alexander Zverev, qu'est-ce qu'on va avoir demain? Dr Jekyll et Mr Zverev, c'est vraiment la question. C'est la question, est-ce qu'on va avoir le poussin asthmatique en coup droit qui, comme ça, sur les points importants, ou est-ce qu'on va avoir cette espèce de conquistador debout sur la table qu'on a vu face à Lerner Tien? Attention, nonobstant les conditions indoor, je trouve qu'elles mettent un gros astérisque sur sa performance triple XL. On l'a dit, on l'a développé contre Lerner Tien, parce qu'il n'y a eu quasi aucun moment de tension à gérer, en fait, dans ce match. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va réagir sur des 30-40, des égalités, sur son jeu de service, sur les fins de set, face à Carlos Alcaraz qui va lui mettre la pression au retour. Le service, de toute façon, d'Alexander Zverev, ce sera l'une des clés, peut-être la clé de cette opposition. Il faudra être ultra proactif sur son +1, ce qu'il a fait face à Lerner Tien, mais aussi servir à plus de 70% de première. Ça, ce sera très 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 important. On rappelle, il avait balayé Carlos Alcaraz il y a 2 ans,
à l'Open d'Australie, mais vraiment une démonstration. De mémoire, Alcaraz, il prend le 3e difficilement, mais sinon les 3 autres sets, ils sont complètement à sens unique. Mais Carlos Alcaraz, on l'a dit, il a nettement progressé depuis cette époque-là, et il n'y a eu qu'un seul match en 2025, très facilement remporté par Carlos Alcaraz. Il faut rappeler aussi que Zverev, il aime beaucoup, historiquement, être considéré comme outsider. Le gars dont on n'attend rien. C'est vraiment une position qu'il adore, qu'il affectionne particulièrement. Il aime bien fermer des bouches aussi, Alexander Zverev, ça on le sait, et son head-to-head face à Carlos Alcaraz raconte bien ça, parce qu'il y a 6 partout entre les deux hommes. Ils vont jouer les deux hommes en plein après-midi, donc on sera à 28 degrés demain, c'est un soleil qui risque d'accélérer les conditions. Alors à qui l'avantage? Le service de Zverev, ou est-ce qu'on va avoir la giclette, les accélérations de Carlos Alcaraz qui vont être améliorées aussi? Donc dans quel sens ça va aller? Parce que Carlos Alcaraz, c'est un lézard, hein, il adore les conditions chaudes, sèches, ça fait encore plus gicler sa balle. Donc si je dois partir sur voilà, un petit ressenti, une petite analyse sur ce match, je dirais 65-35 pour Carlos Alcaraz, et on va dire une victoire en 3 ou 4-7. On avance sur le Sinner-Djokovic. 6-4 pour Yannick Sinner. 5 victoires consécutives pour l'Italien, et ça passe très très mal. On le voit, les fanbases qui s'antagonisent de plus en plus. Je regarde ce qui se passe sur les réseaux, sur les forums, dans les commentaires, dans les discussions globalement. Ça se tend depuis un moment, mais là c'est de plus en plus tendu cette histoire. Peut-être aussi le double test positif et autre chose. 3 victoires en Grand Chelem sur les 5 dernières victoires dont on a parlé pour Yannick Sinner. Il avait lâché un seul set à l'Open Australie en 24, un morceau de bravoure de Novak à ce moment-là, qui n'était pas du tout prêt physiquement pour livrer un tel combat. Et ce tournoi-là, cette victoire-là, ce qui s'était passé aussi à la fin 2023 avec la victoire en Coupe Davis, où il sauve 3 balles de match, Yannick Sinner, il y a un 0,40. Aussi, ce qui s'était passé au Masters, en poule, une victoire déclic pour Yannick Sinner. C'est cette période-là qui a propulsé Yannick Sinner comme l'un des leaders du circuit avec Carlos Alcaraz et qui a déclassé Novak Djokovic après une saison 2023 où il avait remporté 3 grands chelems et le Masters pour le GOAT serbe, si je peux me permettre, ou le meilleur joueur de son époque. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc on va parler de Sinner. Sinner, il y a une impression qui est double. Déjà le premier point, c'est que je trouve que la gestion des temps faibles, elle est aux frontières du réel, vraiment, sans déconner, je me reprends un petit peu de café. Contre Spizzirri, il a été immense dans la gestion des temps difficiles, pour fermer la boutique alors qu'il crampait. Alors oui, il est un peu chanceux, très chanceux avec le toit, ça l'a aidé à rester calme, mais il faut pas oublier aussi qu'il a adapté, qu'il a modulé son game plan, qu'il a été beaucoup plus agressif, qu'il a su s'économiser, qu'il a su aussi capitaliser sur le fait que Spizzirri se disait peut-être « Oh, je suis à 2 doigts de battre Yannick Sinner, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien non, il a réussi à remonter comme ça, le couteau entre les dents, j'ai envie de dire un peu à la Novak. Mais il y a toujours un truc qui ressort avec Sinner, c'est que je trouve qu'il est pas souverain physiquement, c'est sa seule limite, c'est pas simplement sur ce tournoi, c'est un pattern global pour Yannick Sinner, sa faiblesse elle se situe là, et manifestement il a laissé des plumes contre Elliot Spizzirri, on l'a revu contre Darderi, c'était pas forcément folichon, et je vous renvoie à l'analyse d'hier, sur son match face à Shelton, dans le deuxième, on voit Darren Cahill qui est comme ça, qui l'encourage, et tu sens que ça commence à flotter un petit peu dans la tête et dans l'attitude, tu vois, enfin je sais pas, il se tenait les yeux, il boitait, même Vagnozzi il était inquiet, mais toujours avec lui, il y a un delta entre ce qui montre entre les points et ce qui se passe pendant les points. Parce qu'il montre des signaux de faiblesse, mais en même temps, c'est des signaux qui restent très difficilement interprétables et exploitables par ses adversaires, et pour le commun des mortels, qui peut exploiter ça, en vérité, ça commence par un C, ça finit par Arlos Alcaraz. Donc, ouais, il est ultra clutch, je pense que c'est le joueur le plus clutch actuellement du circuit, peut-être. Bon, ça se met en balance avec Carlos Alcaraz, mais j'ai l'impression qu'il est encore un tout petit peu au-dessus de la clutchitude, la cadence, le service si nécessaire, la distribution à droite à gauche globale, la mise sous pression. En fait, il a un socle tennistique, il a une confiance qui est tellement énorme que t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Il dégage ce truc de la grande époque du Big Three, où même si tu ressens que... en fait, on a l'impression qu'il rend des matchs compliqués,
beaucoup plus simples qu'ils n'y paraissent. Je sais pas si vous m'avez compris, mais il joue tellement juste, quoi. Il joue tellement juste. Encore une fois, à la Novak. On sent en plus le matas de sécurité, une espèce d'aura qui commence à se développer où dès que le mec a besoin d'une première, paf, il te l'envoie sur une balle de break. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Il y a une assise dans son tennis, on est d'accord. Hein. Il y a une confiance qui se dégage et il sait jouer en plus et battre Novak, qu'il ne craint absolument pas. Alors ok, il continue. Il fait le seigneur dans les médias, il dit bon, c'est toujours une grande épreuve de jouer Novak Djokovic en tant que premier élève de la classe, meilleur élève de la classe Yannick Sinner, mais la réalité c'est que tout ce que fait Novak à l'heure actuelle, Sinner fait mieux. Sinner le fait mieux, tout simplement. C'est un socle tennistique commun, mais Sinner fait tout mieux. Donc c'est très très difficile. Alors, même s'il est respectueux, sur le court, parfois, il ne l'est pas trop. On parle justement de Novak Djokovic. Alors on va commencer par une petite statistique. Je vais me rincer la gorge. 54e demi-finale en Grand Chelem. 54e. On respire un coup. 54. Il y a une question sur le pied droit, par contre. On va commencer tout de suite par ça. Il a des ampoules depuis... Alors, on avait vu ça sur son début de tournoi. Contre VDZ, il s'était fait traiter. Il s'est refait traiter là contre Lorenzo Musetti. C'est des ampoules qui sont costaudes, hein, qui sont assez coriaces et qui ont l'air de le gêner. Donc ça pourrait être un point à garder en tête pour vous sur ce match-là. On l'a vu contre Lorenzo Musetti, complètement hors rythme, avec une précipitation, une espèce de panique aussi dans son jeu sur le premier set, sur le deuxième aussi, même si sur le deuxième, je trouve qu'il descend un tout petit peu le cran de l'agression. Mais si c'est le même Novak demain, il prend 3-7 secs et il rentre chez lui en Grèce. Hein. Là, il y aura aucune contestation. Mais, Novak, il est là où il voulait être, tout simplement. Il est en demi-finale de Grand Chelem, la 54e, on l'a dit, avec Sinner, puis Alcaraz, certainement, à battre en enfilade. C'est toujours le même défi. Alors on lui a posé la question en conférence de presse, une question un peu maladroite, on va dire, où le gars disait, bon, ouais, t'étais le chasseur au début, tu redeviens le chasseur à la fin, et Novak il dit, oui, mais il s'est passé 15 ans où j'étais plus le chasseur, j'étais le joueur dominateur. Soyons précis, co-dominateur quand même dans les années 2010 avec Rafa, pardon. Je crois qu'ils sont à 16-14 vraiment de tête sur les grands chelems, donc c'est plutôt équitable, même si c'était très distribué pour Rafa sur terre battue et Novak sur dur et sur gazon. On a vu, alors c'est pour ça aussi que je m'enflamme jamais sur les premiers tours, et j'ai vu pourtant certains d'entre vous dans les commentaires me dire « Mais SB, parle des 2 premiers tours, s'il te plaît, on t'en conjure, il est énorme, Novak, là. » Oui, mais détente, ces 2 premiers tours, là, contre des no-name, c'est Novak Djokovic, on parle de Novak, là. Non. Ils sont super. J'ai vu de l'enflammade, mais derrière, contre VDZ, il était ultra nerveux. Il est à 2 doigts de la disqualification. Pareil, on en a parlé, il fait n'importe quoi. Mais ça, on avait déjà vu un geste comme ça sur le début du tournoi. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, il y a le forfait de Mensik, donc qui joue pas en 8ème. Il est mené 2-7-0 contre Musetti, qui abandonne. Bref, t'as l'impression que le gars, c'est Moïse. Vraiment, il est chatard. Je suis désolé d'employer le terme, mais il a une chance sur ce tournoi pour avancer. Parce que là, il n'a pas remporté de 7 depuis le 3ème contre VDZ au 3ème tour. C'est une première dans l'histoire des grands chelems. La demi-finale, du coup, elle est un peu récupérée dans une pochette surprise. Mais, ça reste Novak. Ça reste Novak, c'est un immense service. Il va falloir servir très 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 bien contre Yannick Sinner, ça, il y aura pas de doute. Une agressivité qu'il faudra mieux gérer aussi que ce qu'il a montré face à Lorenzo Musetti. Et puis, de toute façon, Novak, il a ce don, et on l'a vu à Roland Garros l'année dernière contre Sinner, pour rester au contact, pour rester au combat, pour être là, pour tout livrer. C'est un guerrier, Novak, on le sait. Voilà, je veux pas vous redéfinir ce qu'est ce géant de Novak. Mais le problème pour lui, c'est par quel flanc aborder la montagne Sinner. Comment est-ce que tu fais? T'es agressif, mais si t'es trop agressif, tu vas faire des fautes. Si t'es pas assez agressif, c'est Sinner qui va t'envoyer des ronds, et toi tu seras là en train de devoir couvrir de tous les côtés, mais la défense à quasiment 39 ans, c'est plus vraiment possible non plus. Donc c'est quoi la stratégie? C'est quoi le game plan pour Novak? Il va falloir être très malin, il va falloir moduler les choses, quelques petits services volés, être un peu plus patient de temps en temps, compter sur une grosse première balle. Il va falloir tout utiliser dans son répertoire. On se souvient à Roland Garros en quart de finale contre Zverev, il avait spammé les amortis, souvenez-vous, et puis contre Sinner il avait essayé, il en a fait quelques-unes, et puis il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas du tout, donc il s'est dit, mince, qu'est-ce que je fais? On change, on adapte.
Et ça, c'est le génie de Novak Djokovic, c'est la lecture des matchs. Et justement, contre Musetti, j'ai trouvé qu'il était complètement à l'envers. Et c'est rarissime de voir Novak comme ça. Mais le truc, c'est que dans des conditions à peu près normales, c'est impossible de voir Djokovic s'imposer contre Sinner, quoi. Faut que Sinner soit pas bien, soit souffrant, soit diminué. Je vois un Sinner à 100%, il peut pas gagner. Il peut pas. C'est le pire match-up pour ce Djokovic-là, à bientôt 39 ans. Alors le match, j'ai vu encore les histoires là sur les réseaux, le match il est joué en deuxième rotation parce que Alcaraz et Zverev ont joué un jour avant, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe l'immense majorité du temps. Puis de toute façon, Novak il n'aime pas non plus les conditions à 28 degrés en plein après-midi, donc voilà, ça s'annule, c'est comme ça, même si on peut pas s'empêcher de se dire que le Novak de 28 ans, vous imaginez le prime Novak là, de 2015, contre Sinner, ça aurait été tellement beau de voir ça. Ça aurait été tellement beau de voir un vrai Novak, quoi. Alors on l'a un peu vu sur le début de leurs oppositions, mais Sinner, c'était pas encore tout à fait Sinner. On va dire que le croisement entre les deux, c'est fin 2023, quand Sinner prend la main. Mais bon, c'est comme ça, ils sont pas du tout de la même génération. Et là, pour Novak Djokovic, ça risque d'être très compliqué. On doit le dire comme ça, hein. Je suis désolé, mais je vois une victoire de Sinner en 3 ou 4-7. Je veux bien votre avis dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo d'un bloc en 16 minutes 35. C'est plutôt... je vais pas arrêter de parler, bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et on se retrouve demain pour le débrief des demi-finales.